C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homme et cette semaine je rencontre Fabien Lemasson. Fabien travaille pour l'agence Duno, qui est une Brain Character Agency, mais ce soir on parle surtout d'autre chose puisqu'on va surtout parler du fait qu'il a travaillé pendant un certain temps, plusieurs années chez Facebook. Il a travaillé chez Facebook en Irlande et aussi au Portugal et gérait des comptes clients pour la gestion de leur publicité et de leur paid advertising sur Facebook. Avec Fabien, on parle de l'importance de savoir segmenter sa cible, son marché, de bien comprendre comment ça fonctionne. On essaye aussi de mieux comprendre l'algorithme de Facebook, mais le plus intéressant et le plus peut-être surprenant, c'est qu'on va parler de l'importance ou de l'intérêt en tout cas de utiliser Facebook pour de la communication ciblée sur une communauté basée en Chine et des Chinois. Alors, on touche tous ces aspects-là. Fabien rentre un petit peu dans le technique, donc accrochez-vous. Si vous ne savez pas faire de publicité comme ça sur Facebook ou si vous avez toujours voulu en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à le contacter via les crédits qui sont dans cet article, de manière à en savoir un petit peu plus. Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, je vous invite à le dire. Parlez-en autour de vous, partagez cet article à vos amis. Facebook, tout le monde l'utilise. Il y a peut-être plein de choses à apprendre. Et aussi, laissez-moi des commentaires et des feedbacks. Je sais que si vous êtes basé en Chine, laisser des commentaires sur iTunes, c'est pas facile. Mais accrochez-vous. Ou sinon, laissez-moi des messages sur d'autres plateformes ou envoyez-moi des petits messages en direct. Je vous laisse en compagnie de Fabien pour écouter un petit peu cet entretien, apprendre 2-3 choses et on se retrouve à la fin. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour Fabien. Bonjour Greg. Bienvenue sur Backstage Podcast. Donc aujourd'hui, on a une thématique qui est un petit peu différente. C'est vrai en fait, c'est suite à différents entretiens que nous on a eu. On s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis récemment, j'ai rencontré aussi Zoe, qui est une collègue à toi. On a fait un interview il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que ton profil me paraissait extrêmement intéressant. Parce que tu viens de Facebook à la base, tu as travaillé chez Facebook pendant un moment, en Irlande, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on est en Chine. Tu travailles toujours autour de la thématique Facebook, mais on ne peut pas utiliser Facebook en Chine. C'est un peu le problème. D'accord. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Mais d'abord, d'où tu viens, qui t'es, comment t'es arrivé en Chine ? C'est un peu une longue histoire. Parfait, on a un peu de temps. Moi, j'ai 35 ans. Ok. Déjà, pour commencer, j'ai quitté la France maintenant il y a bientôt 5 ans. J'ai d'abord fait un premier voyage en Irlande. Pour la petite histoire, en fait, je suis passionné de photographie et l'Irlande, c'est un endroit où c'est un bon spot pour la photo. Ok. Et je suis resté 3 mois là-bas. J'ai eu le temps de faire des connaissances. Suite à ce premier voyage, je suis rentré en France et j'ai ouvert ma société d'événementiel. Donc je m'occupais de tout avec un associé, donc je faisais le marketing, j'ai créé mon magazine, j'écrivais le magazine, donc je faisais, voilà, en gros j'étais un peu le couteau suisse en fait de la compagnie, je ménageais 12 personnes au sein de cette compagnie. Ah wow. À l'époque un magazine papier donc... Un magazine papier, ouais. Et ouais, c'était... Old school. C'était old school, ouais. Et événementiel corporate ou plutôt vraiment soirée Il y avait en fait plutôt soirée. Ok. Et accès événements plutôt musical, film, et on a même un petit peu dévié, on s'est testé aussi sur l'événement sportif. D'accord. Et du coup, le régime de taxation en France, tu connais, fait que ça m'a pas encouragé en fait à continuer. Mm-hmm. Les premières années étaient dures en fait financièrement, et c'est vraiment par la pure chance parce que j'étais déjà connecté sur Facebook et pour promouvoir en fait mon business, j'avais créé des pages Facebook, donc pour ma photographie, pour ma boîte d'événementiel, et du coup j'avais déjà testé ces publicités payantes à l'époque, et je m'étais formé tout seul sur la plateforme comment fonctionnait la plateforme, qui n'était pas aussi élaborée que maintenant. Ouais, j'imagine. Ça c'était il y a combien de temps là à peu près ? C'était en 2012 pardon. D'accord. Ouais, 2012-2013. Et puis c'est début 2014 où franchement j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager un peu. Là j'ai un de mes contacts en fait d'Irlande qui me dit Fabien, dis-moi, j'aime bien en fait ta page Facebook là. Je trouve que tu communiques bien. T'as jamais pensé à poster chez Facebook ? Écoute,
Déjà, à l'époque, j'ai pas de master, par exemple, tu vois. Donc, je dis, écoute, non, c'est pas possible. Non, mais attends, parce que je t'explique, je sais pas si t'as vu mon Facebook. Moi, je suis chez Facebook. Je dis, wow, congrats, guy, wow, c'est bien, écoute, tu veux pas que je t'introduise auprès? Je dis, écoute, oui, il y a rien à perdre, mais je prends pas ça au sérieux, parce que déjà, Facebook, c'est important à l'époque. Et surtout que même si, déjà, et ça c'est important parce que c'est ce qui se passe un petit peu ici, je pense, qu'à l'époque, en fait, la publicité, tu disais, tant publicité Facebook, mais c'est quoi ce délire? L'ère digitale, en fait, elle n'est pas encore là en 2014. Et du coup, même moi, au fond, j'y crois pas plus que ça. Je vois pas trop quoi faire chez Facebook. Je suis pas ingénieur, je suis pas développeur. Enfin, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et puis, c'est après, je vais esquiver toute la période des interviews parce que c'était assez quand même hilarant. N'empêche que, au bout de 7 interviews, je crois, je me retrouve à un vendredi où la HR me dit j'ai toujours pas de nouvelles, du coup vous venez lundi matin ou pas? Alors que j'étais en plein process. Et je me dis non, ils ont dû se planter. Mais j'ai dit écoutez, moi j'ai pas reçu de confirmation. Et elle est tellement menaçante que je me dis écoute, j'ai rien à perdre. Je prends mon billet et je pointe là-bas le lundi matin. Sauf que le lundi matin j'étais attendu. Simplement que c'est un peu, je vais pas cracher sur la soupe, ok, mais question organisation, Facebook c'est pas un modèle du genre en interne, et du coup voilà. Donc c'était pas un test, ils auraient pu tester. Exactement, j'y ai pensé en fait quand même, mais finalement non. Du coup en interne, il y a un parti de département qui avait déjà validé, l'autre qui était pas au courant, résultat c'est un micmac. Mais si j'étais pas allé, peut-être que j'aurais jamais eu le poste. Exactement. Et du coup, j'ai eu la chance donc d'arriver à Dublin. Génial. Et tu n'avais pas d'appartement? Non. Alors heureusement, j'avais mon réseau qui était déjà là-bas. J'avais pas mal d'amis. Et les amis irlandais, je sais pas si c'est la généralité, mais restent amis pour longtemps. Aujourd'hui, je suis encore communiqué avec eux. Ouais. Et mais même encore maintenant, bien que Facebook c'est pas évident de se connecter, je suis toujours en contact avec eux. C'est encore mon réseau là-bas d'ailleurs. D'accord. Et donc du coup, j'ai pas eu trop de mal en fait à me poser. Ça aussi, c'est un grand coup de bol. Ouais. Et j'ai commencé comme conseiller juste marketing, c'est-à-dire que je détectais, en fait, la mission c'était de détecter ces entreprises qui dépensaient un peu comme moi de l'argent sur Facebook en essayant de faire de la publicité. Et moi, mon but c'était de les détecter et de les donner au département expert marketing qui eux allaient les coacher, c'est-à-dire ils allaient les appeler pour dire écoutez, vous dépensez de l'argent. C'est très bien. Simplement, vous dépensez pas comme il faut. On va vous coacher comment utiliser la plateforme. Okay. Le but de ça derrière, c'est tout simplement de motiver les entreprises à dépenser plus. À mieux dépenser. Voilà, parce qu'une fois que tu utilises bien l'outil, bah, ça commence à marcher. Et quand ça commence à marcher, là, effectivement, on se rend compte de l'efficacité. Et encore, je dis ça, en 2014, c'était pas encore aussi efficace que maintenant. Et du coup, comme ça se passait bien, avant Facebook, j'étais commercial dans une autre vie, donc j'étais très bien la relation clientèle. Un jour, on est venu me voir, et chez Facebook, ça se passe un peu comme ça. On est venu me voir, on me dit, mais Fabien, pourquoi tu es uniquement conseiller ici? Ah ben, je dis, parce qu'on m'a mis conseiller. Non, toi, t'es expert marketing, bouge. Ça s'est passé comme ça. J'ai pas eu d'entretien, je te jure. J'ai pas eu d'entretien, on m'a bougé dans le département marketing, comme ça, en 1 heure. Et voilà, du coup, heureusement, on avait ces sessions internes qui permettaient de bien utiliser l'outil, parce qu'on savait de quoi on parlait. Mais j'avais pas le niveau des experts marketing encore. Donc du coup, j'ai dû cravacher chez moi, bosser, faire des tests parce qu'il fallait vraiment que j'apprenne plus vite que les autres. Mais je prenais ça comme un jeu. Et quel était son background? Qu'est-ce que ça fait comme étude alors? Alors moi, je suis de filière scientifique. Ok. Je me destinais plus à la médecine. Ah ouais. Et j'étais un sale gamin en fait. J'étais très orgueilleux. Donc quand j'ai pas eu le concours pour 0,02 points en médecine, je les ai tous envoyés balader. Et on m'a demandé de repiquer, et moi repiquer c'est pas question, enfin c'était mon orgueil, c'était complètement stupide. Même encore aujourd'hui je trouve que c'est n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Et du coup juste après ça, je cherchais à gagner de l'argent vite. Et j'ai vu 2-3 amis de lycée qui arrivaient dans l'immobilier, qui fonctionnaient bien, qui s'achetaient une voiture, qui s'achetaient un appartement. Et là je me suis dit, wow, l'immobilier c'est le bon truc. Et du coup je suis parti dans l'immobilier. Okay. Et ça m'a plu. Donc j'ai commencé en tant qu'agent immobilier chez Laforet Immobilier. Ouais. Ça a duré que 4 mois et je me suis fait débaucher parce que je tournais bien sur le secteur. Donc je me suis fait débaucher par un constructeur de maisons individuelles qui s'appelle Maison Socorel, pour cette histoire. Et du coup je suis resté quasiment 6 ans au sein de la même entreprise.
Et donc c'est là où tu as développé toutes tes bases en commercial, la relation clientèle, ouais, tout à fait. Et pourquoi 6 ans? Parce que dans la maison individuelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est souvent on a un turnover qui est énorme. On voit souvent des commerciaux qui restent 1 an, qui changent d'entreprise après. Et moi, je suis resté 6 ans parce que j'étais très très proche de mes clients. C'est-à-dire que je ne me contentais pas de signer le contrat. Ce qui m'intéressait, c'était de les accompagner jusqu'à la réception de la maison. Et nous, on devait assister à la réception. C'est-à-dire que si on avait raconté des bêtises aux clients pendant la réception, parce qu'on avait ces commerciaux quand même qui vendaient genre des lucarnes sur des toits qui n'existaient pas au final. D'accord? Mais le commercial, comme il était parti, était difficile de discuter. Moi, j'étais là à la fin. Donc si j'avais dit quelque chose de mal, il fallait que je me justifie moi-même. Tu étais là jusqu'au bout. Et ça a été vraiment une grande formation parce que du coup, ça m'a appris à être très réglo avec le client, quelquefois d'être peut-être voire trop net. Mais du coup, j'ai aucun problème à dire les choses aux clients telles qu'elles sont. Parce que j'ai appris justement par cette formation que le client a besoin d'entendre ce qu'il veut pas forcément entendre. Ouais, il faut lui dire la vérité dès le début. Exactement. Et ça, j'ai pu retrouver ça sur Facebook assez rapidement parce que j'ai eu des gens comme Head of Digital de Air France, Air China aussi, quoi. J'en reviendrai tout à l'heure, mais justement, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui utilisent Facebook aujourd'hui. Et donc, ils ont un expert marketing en fait qui leur est dédié. Donc souvent, c'est des périodes limitées, ça peut être 3 mois. Et quand ils commencent à dépenser des gros budgets, donc je vais pas parler budget ici en fait combien ça représente, mais quand ils vont commencer à faire un gros budget au vu de Facebook, là dans ces cas-là, c'est un client, ce qu'on appelle un client partenaire, où là c'est quelqu'un qui est référent pour une donnée de 1 an, 2 ans, voilà. Un account manager en fait. Exactement, qui est personnalisé et qui va les coacher sur justement optimiser, utiliser un peu mieux leur budget justement. Tout à fait, parce que justement quand tu as des entreprises qui consacrent une grosse partie du budget sur Facebook, ils sont en droit de demander des comptes. Même si le coaching, en tout cas le compte management, est gratuit. Ouais. C'est-à-dire que dans le fond, tu investis de la publicité sur Facebook, mais Facebook ne va pas te facturer un service si tu es managé. Pourquoi? En fait, c'est tout simple. 99% des revenus Facebook viennent des publicités. D'accord? Pour que ça marche, il faut absolument que tu puisses aimer faire de la publicité. Il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu investis, peu importe la somme, il faut que derrière, que tu aies de la conversion. Pas des fans. Pas de l'engagement. Voilà. C'est des leads, des conversions. Des ventes, en fait, clairement. Et voilà, nous, ce qu'on devait apporter aux clients, c'était ça, mais gratuitement. Mais en échange, le client, il dit, bah oui, mais ça fonctionne, je peux mettre. Ah, bien sûr. Si j'ai mis 10 euros qu'aujourd'hui, j'en ai vendu pour 50, et alors, si je mets 100 euros, j'aurai 5000. Parce qu'en fait, la plateforme, elle fait pas 10 fois plus. Elle peut faire 15, 30 fois plus. C'est exponentiel. Et alors là, forcément, derrière, voilà. Ouais. Mais quand tu connais l'outil, et l'outil aujourd'hui, il est peut-être, ça paraît usine à gaz. Mais c'est beaucoup de tests. J'en parlerai peut-être tout à l'heure en technique, mais voilà, la plateforme aujourd'hui, voilà, faut jouer un petit peu avec avant de se lancer. C'est un peu comme du training, quelque part. Oui, il faut tester en permanence, essayer un type de publicité, un type de message. Ouais. Parce qu'il y a aujourd'hui plein de formats qui sont proposés quand on va faire de la publicité. Il y a plein de types de conversion. Comme tu disais, soit c'est de l'engagement, soit c'est du trafic, c'est ça. Donc aujourd'hui, peut-être pour clarifier le point que tu viens de dire, si tu n'as rien à vendre, est-ce que tu dois faire de la pub sur WeChat? Si tu n'as rien à vendre, sur Facebook, pardon. Ah oui, si je commence à mélanger. Est-ce que tu dois faire de la pub sur Facebook, pardon? Oui, malgré tout, parce que si tu n'as rien à vendre, tu as quand même ta marque à promouvoir. Et quelque part, promouvoir sa marque, c'est un peu vendre sa marque. D'accord, donc là c'est de la promotion. C'est de la vente. Et dans ces cas-là, oui, effectivement. Okay. Toutes les célébrités. Oui, c'est ça qu'elles font. Voilà, en fait, donc en fonction de l'objectif. Parce qu'il y a plusieurs différents objectifs en fait que tu peux atteindre via cette plateforme. Tous les objectifs en fait se prêtent bien aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire sur Facebook parce que je l'ai vu. En fait, je l'ai vu, je l'ai testé. Donc ça peut être tous les types de business, même pour le B2B. C'est pas un réflexe, mais aujourd'hui ça fonctionne. Je pourrais expliquer même plus tard. Je peux même le dire maintenant. En fait, simplement. C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, j'ai grandi avec Facebook. Ouais. Mais aujourd'hui, moi j'ai des amis qui ont le même âge que moi, ou qui ont 2, 3 ans, voire 5 ans plus que moi, et qui aujourd'hui sont entrepreneurs, ou qui ont un poste assez important au sein du marketing. Et aujourd'hui, Facebook, si je veux targeter en fait des personnes qui ont mon âge, c'est possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette vague qui était plus en fait de l'ordre, on va dire, de 15, 20, 25 ans sur Facebook, qui a bougé plus sur les 21, 40 ans.
Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même si on veut targeter du 50 ans, ça existe sur Facebook. Bien sûr, il y a un créneau. Et oui, et il y a une autre explication à ça. C'est que même si aujourd'hui, j'aime pas Facebook, parce que tu comprends, Facebook, c'est la vie privée, ça regarde personne, etc. Oui, mais demain, moi, j'ai un business en revanche et j'ai besoin de créer ma page Facebook. Si j'ai pas de profil Facebook, je ne peux pas de Facebook. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où c'est assez drôle, en fait, les comportements, quand tu l'observes. Des personnes, en fait, qui étaient fondamentalement, je sais pas y arriver, contre Facebook à la base, parce que trop intrusif, etc. Tu les vois qui commencent à partager, en fait, et finalement ils deviennent actifs. Donc dans les campagnes présidentielles, alors là, voilà, ça commente, c'est agressif, c'est assez drôle finalement, parce qu'ils se prêtent finalement au jeu. Donc ça c'est le côté, bon, c'est un autre côté, mais c'est assez drôle à voir. Mais concernant le business, donc tu as toutes ces personnes justement qui ont un âge en fait assez avancé, peut-être avancé, qui ont dû créer en fait un profil pour créer leur page, au moins pour manager en fait leur page sur Facebook. Donc aujourd'hui on a une clientèle, jeune clientèle de base d'users en fait qui est là et qui a bougé aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on peut arriver à un B2B. Et c'est une partie aussi de la matrice qui permet de le faire, parce que on a cette possibilité d'aller chercher par profession. Oui, bien sûr. Donc c'est toute cette partie en fait d'intérêt qui est très technique sur Facebook, où souvent on a des manques, on s'aperçoit que le community manager ne dit pas les intérêts, ou alors il s'est limité à 4-5 intérêts. Il n'a pas refait des tests. Aujourd'hui, il faut tester en fait plusieurs publicités avec plusieurs intérêts. Et quand tu vois en fait tes intérêts en fait fonctionner, tu peux sélectionner en fait tes intérêts, les remettre dans un même base et ainsi de suite. C'est continuellement en fait des tests pour optimiser en fait ta publicité. Et pour voir la transformation pub par pub en fait. Chacune, il y en a une qui va fonctionner plus qu'une autre. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les A/B testing en fait. C'est ça. Et où en gros tu vas pouvoir tester pas mal de choses. Aujourd'hui, finalement, quand tu vois des publicités qui sont faites sur Facebook, quelle est pour toi l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font quand ils commencent à dépenser un petit peu d'argent? Alors déjà, on voit qu'on peut commencer genre avec $1 par jour, je crois, quasiment. C'est ça, ouais, $5. Ou $5, voilà. Du coup, qu'est-ce qui pour toi, quand on a un produit à lancer sur Facebook, quel est le montant minimum qu'il faut considérer? Est-ce que $10 c'est finalement gaspiller un peu d'argent et qu'il faudrait mieux avoir mis $100 sur une période un peu plus longue pour pouvoir en avoir... Enfin, t'as une idée un petit peu juste sur le budget minimum Ouais, alors la première chose déjà qui est importante, c'est les bases du marketing. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort du marketing traditionnel, là on rentre le digital, j'ai l'impression malgré tout que beaucoup de marques, et peu importe la notoriété de la marque, a oublié un concept fondamental du marketing qui s'appelle la segmentation. Et aujourd'hui, investir des sommes sur Facebook, ça a du sens si tu as une connaissance de ta segmentation. Et voilà, alors après, j'entends souvent me dire, bah oui, mais en fait la segmentation que tu as, c'est pas la même sur Facebook parce que tout le monde n'a pas un profil Facebook. Oui, peut-être. Enfin, aujourd'hui, Facebook, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs. Et on entend beaucoup aujourd'hui ce qui se passe autour de Facebook, autour de la data, autour de peut-être la baisse aussi de nombre de users, mais c'est peanuts. Et aujourd'hui, Zuckerberg en fait en parlait hier, mais ça va encore grossir. Clairement, il y a encore des marchés à prendre, donc ça va encore grossir, il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs. Mais maintenant, la clé du message Facebook, c'est l'optimisation par la segmentation. Donc aujourd'hui, pourquoi? Par exemple, moi, je vois sur mon propre Facebook, j'ai des publicités. Donc, et ça, c'est une question de segmentation, c'est une question comment en fait manager en fait sa publicité. Donc il y a plusieurs choses dans la segmentation. Les segmentations, c'est pas uniquement de se dire, bah oui, en fait, il y a des femmes et des hommes. C'est pas ça la segmentation. La segmentation, c'est se dire, bah oui, en fait, j'ai ce public de femmes entre 20 et 23 ans qui vont acheter, je sais pas, une bouteille de vin par mois, et souvent c'est la première semaine du mois. Ça, c'est la segmentation. Parce que du coup, si tu as une campagne à faire sur le vin, tu la feras sur ce groupe, sur la première semaine du mois. Pour des segmentations comme entière. C'est-à-dire que quand tu as ces composantes-là dans la tête, tu sais après que voilà, tu vas regarder à quel moment on se connecte. En fait, ceux qui ne sont peut-être pas forcément connectés. Il y a peut-être un lien avec ça, mais aujourd'hui, voilà, tu n'as que 2 langues finalement sur lesquelles tu peux targeter en Chine. D'accord. Mais tu peux encore segmenter.
C'est-à-dire que Shanghai aujourd'hui, on ne vit pas pareil à Pudong qu'on vit à Jinan Temple ou on vit à Xichahuan. Alors justement, pour rentrer dans ce détail-là, on commence à parler un petit peu de Chine. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se dire, mais attends, Facebook en Chine, c'est pas possible, c'est bloqué, il faut des... On doit aussi composer avec le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises aujourd'hui target l'international. Et forcément, aujourd'hui, ce qui fonctionne en Chine ne fonctionne pas non plus à l'Ouest. Donc ça, c'est la première chose déjà, c'est qu'il y a aujourd'hui déjà une communauté chinoise qui utilise Facebook à des fins professionnelles pour targeter à l'Ouest. Ok. Et quand je dis l'Ouest, en fait, c'est extérieur de Chine parce que ça target aussi le Japon, les pays sud-asiatiques, Hong Kong, déjà tout simplement. Et du coup, déjà, il y a cette communauté-là qui est présente. Ensuite, en Chine, et ben, surtout à Shanghai, par exemple, et c'est le cas dans toutes les grandes villes de Chine, il y a une communauté expat qui est assez imposante. Donc, du coup... Et qui se connecte tous les jours. Et qui se connecte tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, oui, je vois, pour moi, par exemple, oui, j'étais bien sûr plus WeChat, par commodité, mais mes amis qui sont en Europe, surtout s'ils ne sont pas chinois, bon, WeChat, pour eux, c'est une application supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Donc, du coup, c'est Facebook. Donc aujourd'hui, oui, je suis obligé d'avoir un VPN, mais c'est aussi ce qui me permet de garder contact avec mon Facebook. D'accord ? Et en même temps, ben, il y a aussi ces Chinois qui ont étudié, et là on parle beaucoup des milléniums, des post-90, et aussi ces jeunes, on va dire, jusqu'à 30 ans, qui ont étudié à l'étranger, qui ont créé un profil Facebook, et qui le gardent actif ici. Ouais, parce qu'ils ont gardé des relations de quand ils ont fait leurs études en France ou ailleurs. Exactement. Donc du coup, au total, on arrive aux alentours de 60 millions, c'est les chiffres annoncés. J'ai pas trop de maîtrise sur le nombre exact exactement de users en fait tous les jours, mais on parle de cette communauté de 60 millions. Et aujourd'hui, les partenaires Facebook en fait en Chine, parce que Facebook a des partenaires justement pour ces entreprises chinoises qui cherchent en fait à targeter en fait abroad. On a ce chiffre en fait de base qui dit 60 millions. Voilà. Donc ces 60 millions, c'est quoi? C'est des Chinois en Chine et aussi des étrangers en Chine? Ouais, c'est la communauté. Alors aujourd'hui, officiellement, on parle de 60 millions de Chinois en Chine. D'accord. Ok. Moi, j'ai plus l'impression parce que l'IP en fait enregistré est en Chine. Sachant que les comptes créés en fait des expats, c'est supposé être à l'étranger de Chine. Ils l'ont créé en France et ensuite ils sont venus ici. Exactement. Donc ça voudrait dire que la communauté Facebook est un peu plus importante que 60 millions au total. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les 60 millions, on va dire, de Chinois principalement. Et du coup, ça paraît pas beaucoup, bien sûr, aux yeux de la Chine. Mais 60 millions, c'est la France. D'accord. C'est un marché entier. Exactement. Du coup, c'est énorme. Et il y a de quoi faire. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui on a peut-être de plus en plus d'agences marketing qui offrent ce service justement Facebook. Parce que voilà. Et maintenant le challenge qu'on aura et plus qu'ailleurs, c'est la segmentation déjà géographique. Parce que targeter la Chine n'a pas de sens. Targeter les villes chinoises a déjà plus de sens. Maintenant, dans les villes chinoises, tu vas prendre quelqu'un, tu vas pas targeter Beiyuan comme tu vas targeter Vodafone. Par contre, Salintoon, tu vas avoir des chances en fait d'avoir des résultats. Shanghai, c'est pareil. Alors, il y a plus d'expats à Shanghai, Guangzhou, c'est un peu la même chose. Mais aujourd'hui, on va avoir des par district. Exactement. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque aujourd'hui aux plateformes chinoises. Elles sont en train de travailler dessus. Je peux comprendre que Weibo, Yossina, en fait, sont en train de travailler sur ça, ce qui va être très bien pour les Chinois, justement. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'optimisation et en termes de segmentation, c'est Facebook aujourd'hui qui est l'une des plus performantes plateformes avec des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, la clé de l'utilisation, c'est ça. Pourquoi je disais tout à l'heure aussi de parler dans le bon langage. Pas parce que dès lors qu'on va targeter Hong Kong, on ne va pas parler de mandarin. Puis c'est sûr que les expressions de toute façon que tu utilises, même à Pékin et Shanghai, qui pourtant vont tous les deux parler mandarin, et encore si à Shanghai ils vont utiliser le dialecte local, ils vont avoir des expressions qui sont différentes. Donc même là, le fait de pouvoir targeter géographiquement a énormément d'importance. Tout à fait. Et donc là, on revient à une autre clé aussi du marketing qui est hyper importante, c'est la qualité du contenu. Ok. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de miracle. Peu importe la plateforme que tu as utilisée, Facebook ne fait pas exception à la règle. Si tu n'as pas un contenu de qualité, et le contenu de qualité, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu le sticky mind content. C'est-à-dire c'est quelque chose. Les longues formes, les textes en fait qui font 500 mots sur Facebook n'a pas de sens. Il faut que ça soit visuel. Et tout le marketing aujourd'hui, c'est un peu ça aujourd'hui. Il faut que ça soit visuel. Il faut que c'est de l'impact. Et Facebook, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que
surtout en Chine, les chiffres, Facebook c'est beaucoup mobile. Oui. Du coup, il faut que on voit d'ailleurs, moi j'aime bien regarder les gens en fait dans le métro. Ouais. Je prends le métro et j'aime bien regarder dans le métro. Et j'aime bien voir ce qu'ils regardent. Ouais. Ce qu'ils regardent, si c'est un article long, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est peut-être en fait leur finance, c'est peut-être des placements qu'ils ont fait. Mais si c'est de la publicité, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de choses qui frappent l'esprit, ils vont le passer. Exactement. Ouais. Et Facebook ne fait pas écriture à ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette capacité à créer du contenu vraiment de valeur pour pouvoir en fait catcher en fait l'attention en fait de l'utilisateur. Quand tu publies aujourd'hui sur Facebook, et je parle même pas de publicité, je parle simplement de quelque chose sur ta page, ta fanpage. Aujourd'hui, je pense que l'algorithme fait une vraie différence si tu écris un texte, si tu as un texte avec une photo ou si tu mets une vidéo. Clairement. La vidéo passe devant. Aujourd'hui, je pense que Facebook est vraiment en train de mettre à fond que les gens veulent utiliser la vidéo. Ou doivent utiliser. Et je suis un peu partisan de dire que c'est pas forcément cool. Parce que malheureusement, la vidéo, bien sûr, quand tu es une grosse entreprise, tu as peut-être les moyens, mais la vidéo, c'est cher. À créer, c'est très cher. Mais malgré tout, Facebook met l'accent sur ces vidéos. Donc en fait, vraiment, si tu as un message à faire passer, il vaut mieux privilégier même une vidéo, qui est peut-être pas super produite, si tu veux, même s'il faut qu'il y ait de l'engagement et qu'il y ait un call to action et qu'il y ait tout un tas de choses qui soient engageantes, plutôt que de juste mettre un texte, quoi. Exactement. Alors une bonne vidéo, déjà, c'est une vidéo qui soit courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit souvent 1 minute. J'ai vraiment l'impression que je vois personnellement la vidéo, moi, si l'intro déjà elle est trop longue, ça me gonfle. Je lisais un article très récemment qui disait justement que les Occidentaux ont tendance à switcher une vidéo après 1 minute 20, 1 minute, alors qu'en Chine c'est 27 secondes. C'est pas dingue. Et ça m'étonne pas. Alors tu parlais tout à l'heure que les Chinois, c'est vrai que se connectent énormément via mobile, c'est que leur développement a été tellement rapide qu'ils ont sauté la génération modem comme on pouvait l'avoir quand on était jeune, le gros PC à la maison, exact. Et ils se connectent directement en mobile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi le mobile a énormément d'importance. Donc la vidéo, le contenu explicite, super direct, pour éviter le switch un petit peu trop rapide. Donc toi aujourd'hui, tu recommanderais une société en fait qui s'implante en Chine et qui veut se développer en Chine, tu pourrais leur recommander aujourd'hui d'utiliser Facebook ou en tout cas de considérer Facebook dans leur communication? Oui, tout à fait. En étudiant au préalable quand même quelle va être la clientèle de base, parce que si on target les personnes de plus de 35 ans, on va dire, je pense que on va dire plus de 40 ans, c'est un peu compliqué. D'accord. Et toute la partie millénium, post-90 jusqu'à cette génération de 30-35 ans, surtout si on target les femmes, oui, là, il faut vraiment considérer. Donc en fait, c'est vraiment la génération des Chinois qui ont commencé à aller à l'étranger pour faire leurs études, ce qui est arrivé un peu plus tard, en effet, t'as raison. Tout à fait. Et alors, en fait, j'étais chez Facebook, mais Facebook, c'est plusieurs choses, d'accord? Il y a Facebook et aussi Instagram, que tu connais. Instagram est une composante de Facebook aujourd'hui. Alors, Instagram a un intérêt niveau business aussi. Et aujourd'hui, peut-être que Instagram est en train de faire plus son trou que Facebook. On a des valeurs. Alors, je suis en train d'étudier la question parce que, pour être honnête, en fait, même moi, j'ai été pris de court. Mais j'ai l'impression, et je lis pas mal d'articles dessus, en tout cas, affirme qu'Instagram est en train de monter beaucoup plus vite que Facebook. Et c'est la même génération que l'on trouve, en fait, à l'Ouest. C'est-à-dire que là, on est plus une génération teenager, millénium, et jusqu'à quand même 25, jusqu'à un peu 30 ans, on va dire. Et là, c'est important. Alors, la publicité qu'on peut faire sur Facebook, de la même plateforme, on peut aussi éditer une publicité pour Instagram. Oui. Donc, en fait, on a une plateforme qui existe, qui s'appelle le Business Manager, qui permet, en fait, tout simplement, de manager d'une seule, en fait, plateforme, ta page Facebook et Instagram. Et si tu as plusieurs pages Facebook, ça, c'est l'occasion, peut-être d'informer pour les agences marketing ou, quand on a plusieurs pages Facebook, on les inclut sur notre Business Manager et à partir de là, on sélectionne qui est le manager de chaque page. Et tout ça, en fait, permet de linker tout en fait dans une même plateforme. C'est nettement plus convenient. Donc, on peut linker les Facebook et l'Instagram. Et le compte Instagram, il faut le lier à la page Facebook. Oui. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on lie à la page Facebook qu'on va s'adresser de la même manière. Pourquoi? Parce que l'audience Instagram et l'audience Facebook est différente.
à même audience, on vient pas faire la même chose sur Facebook et sur Instagram. Instagram, ce n'est que photo, vidéo, ce n'est que visuel. Donc, les photos avec du texte, je comprends pas. Voilà. Ou alors, il faut vraiment que ça soit amazing, que ce soit funny. Voilà, exactement. Alors, les mignons font ça vraiment bien, ce genre d'IP en fait. Mais aujourd'hui, c'est très visuel. Instagram, c'est que ça. Et une nouvelle composante d'Instagram, et je pense que c'est ça aussi qui attire beaucoup de la communauté chinoise, c'est ce live vidéo. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'application chinoise qui le permet de le faire. Je voyais Douyin récemment, qui est en gros la nouvelle trend aujourd'hui là, où c'est du streaming finalement. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas ce live vidéo. Et aujourd'hui, beaucoup, et je vois notamment ces médias TV chinois, comme Xinhua News, qui lui utilisent énormément. Ils ont leur compte Instagram, ils font des lives vidéo. Et ça génère beaucoup de likes. Donc ça veut dire que là derrière, et je suis impatient de connaître les chiffres en fait du nombre de users Instagram. Parce que pour moi c'est déjà, il y a toute cette partie étudiante en fait ici, d'expats en fait qui sont en Chine, qui arrivent à se passer un peu de Facebook. Un bon exemple que je peux donner, parce qu'en même temps ils ont bien été managés, c'est Air France. En termes de communication sur Instagram, c'est bien. T'es content. Non mais je suis pas le seul, hein. Voilà, il y a Julien Novak, il y a Yannick Baron, enfin voilà, on a été plusieurs en fait à toucher à ce compte, mais clairement voilà, aujourd'hui, il y a 4 ans leur discours, aujourd'hui on n'aurait pas cru qu'il y a Instagram chez eux. Mais aujourd'hui, leur commission, il n'y a pas de vente sur Instagram, il n'y a pas de acheter. Mais personnellement, les photos sur Instagram, et ça va tout, c'est ce week-end en fait à Milan, et t'as une belle photo de Milan, et alors c'est dommage que j'ai pas apporté les chiffres ici, mais le taux de conversion, c'est-à-dire ces gens qui ont, suite à cette photo, allé sur l'application d'Air France, regarder les prix pour aller à Milan. Donc ça fonctionne. Et qui est-ce qu'on targetait? C'est cette génération de millénials qui aujourd'hui a les moyens, qui peut s'offrir en fait ce genre d'aller-retour. Enfin voilà. Je vois beaucoup en fait d'articles sur Jim Daly en fait où on voit les milléniums aujourd'hui ont le pouvoir d'acheter en ligne des produits de luxe. Chose qu'on n'aime pas trop dans le luxe généralement. On préfère se déplacer au magasin. Aujourd'hui, en Chine, on n'a pas ces codes en fait de valeur. C'est en ligne. Si le sac n'est pas en ligne, s'il n'est pas aligné sur Taobao, j'achète pas. Donc, et s'il est sur Taobao, je vais peut-être acheter moins cher possible. Enfin, les codes en fait aujourd'hui d'achat sont complètement différents de ce qu'on peut voir à l'Ouest. Et là, il y a une clé avec Instagram à jouer. Il y a une vraie clé. Et le challenge de communication ici est assez élevé. Mais là aujourd'hui, même pour les marques, surtout du B2C, B2B je dis pas, mais B2C, oui, clairement, il y a cette carte à jouer. Peut-être même pour certaines marques, plus que Facebook. Alors, des fois sur Facebook, on voit des publicités qui sont en chinois, du coup. Est-ce que ces publicités qui sont en chinois, alors pas tout le monde, s'ils ont bien fait leur boulot au niveau justement de la segmentation, ça ne devrait pas toucher tout le monde, mais moi je le vois parce que je suis basé en Chine, et parce que donc du coup je dois faire partie de certaines segmentations. Et du coup, ces pubs en chinois, selon toi, elles parlent à qui? Elles parlent à justement ces Chinois qui sont basés en Chine ou à la diaspora qui est dans le monde entier, puisque ça représente aussi une clientèle de fou. Les deux. Les deux, parce qu'aujourd'hui, faut pas ignorer non plus qu'il y a une communauté chinoise qui ne vit pas en Chine et qui utilise toujours le chinois. Bien sûr. Donc du coup, et vraisemblablement, en plus, ils utilisent Facebook parce que ils sont en relation avec la communauté locale en France. Donc ils ont Facebook. Clairement. De toute façon, déjà, tu sais, ils sont très à l'aise avec ces outils digitaux. Donc du coup, je me souviens déjà qu'en 2014, on avait beaucoup de petites entreprises en fait du 13e. Je suis un peu cliché quand je dis 13e, parce que c'est pas que le 13e, mais en gros c'était ça. Il y a aussi de Chinatown, Londres, tout ça, qui créent en fait leur propre page Facebook. Et qui posaient un tas de questions que les westerns en fait ne posaient pas. Et du coup, ils avaient déjà ce côté en fait, ok, c'est un nouveau joujou, comment on fait? Et c'est assez étonnant parce qu'en 2014, moi en fait, je connaissais rien de la Chine à ce moment-là, clairement. Maintenant en fait, quand je fais le lien, je peux comprendre que déjà par rapport à ce qui se faisait avec les Weibo et les WeChat à ce moment-là, peut-être que déjà ils avaient l'idée en fait de dire que ces plateformes digitales, et pas que Facebook, Google, etc., ça allait fonctionner. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu prends quasiment tous les restaurants du Chinatown à Londres ou même certains centres de massage de Paris 13e, ils ont leur page Facebook. Et ils savent la manager, en tout cas. Il y a un community, en tout cas, il y a du community management, on voit que c'est dépensé. Ils sont plus sensibles.
les plus beaux souvenirs que j'ai, ce sont tous les marchés de la voyance. Pourquoi? Parce que là, autant que, tu sais, sur Facebook, on dit tout le temps qu'il ne faut pas tout donner les informations, parce que Facebook échange la data avec la CIA, etc. Ouais, bien sûr. Bon, apparemment, c'est arrivé. Mais ces mêmes personnes qui ont une entité qu'ils souhaiteraient protéger n'ont aucun mal à se connecter via la plateforme Facebook à ces sites de voyance que je respecte, hein, en donnant toutes les informations sur leur profession, leur agenda de naissance. Donc du coup, sans s'en rendre compte, ils sont en train de matcher toutes leurs données avec le CRM Facebook. Donc il faut savoir que je ne veux pas défendre Facebook sur ce point automatiquement, mais j'ai l'impression que toutes les plateformes digitales du monde font pareil, clairement, parce que les données qu'on donne, ça sont trop importantes pour se ignorer du gouvernement. Donc clairement, enfin, c'est ce que je pense aujourd'hui. Donc je vais pas blâmer, je vais pas protéger Facebook sur ça. Je suis un ancien à la maison, oui, mais oui, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais ce ne sont pas les seuls, clairement, tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, clairement, il faut aussi se dire qu'il faut un peu responsabiliser les gens. C'est-à-dire, est-ce que Facebook est allé chercher les informations, ou est-ce que c'est toi-même qui as donné tes informations sur différents sites? Parce qu'aujourd'hui, tout est connecté. Enfin, tu vois bien que quand tu achètes en fait un produit, alors que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Taobao, tu vois bien qu'après, la crème que tu as achetée, le lendemain, tu vas avoir un tas de publicité sur toutes les crèmes différentes de toutes les couleurs. Parce qu'il y a un algorithme en fait qui va te rebalancer les cookies. Et aujourd'hui, maintenant, pour les marketeurs, il faut se mettre du côté du marketing. Avant de voir le mal, en quoi on peut l'utiliser? J'ai pas peur de dire les choses, c'est aujourd'hui en quoi on peut l'utiliser. Moi, je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais quand, après les attentats du Bataclan, les Français ont changé pour beaucoup leur photo de profil en blanc rouge, ça a été des données marketing énormes pour Facebook. Et c'est pas Facebook qui t'a demandé de changer ta photo pour voir qui tu étais. En fait, on s'est rendu compte que au sein de tes amis Facebook, sur 100, 90 ont changé la photo. Mais il y a un de tes contacts qui a de l'influence parce que lui, il l'a fait. Toi aussi, tu vas le faire. Et ça a généré peut-être le changement des autres, donc tu vas savoir qui est un peu le KOL dans l'histoire. Exactement. Et à partir de là, tout simplement, quand c'est arrivé, je me souviens en fait à ce moment-là, et j'étais à Lisbonne parce que Facebook, quoi qu'il soit, a développé tout le parti marketing SMB et a sous-traité en fait à Lisbonne. Donc du coup, on a fait beaucoup d'allers-retours. Moi, je suis resté un petit moment à Lisbonne pour faire le recrutement, pour faire le training, etc. Et à ce moment-là, j'étais à Lisbonne. Et du coup, je me souviens que dans l'équipe française, il y avait un peu ce outrage pour dire mais c'est incroyable, Facebook qui prennent des données. Et moi, je disais, c'est pas votre boulot, pour l'instant, on n'a pas pensé à ça, continuez votre travail. Mais moi, en fait, quand j'étais manager, un peu plus tard, moi, je vais voir mes managers et je dis, et j'espère quand même qu'on aura peu de données sur ça. Et là, plutôt que de se braquer, on voyait que j'étais ouvert à la discussion. Qu'est-ce qu'on m'a répondu? Ah oui, on va l'avoir dès ce soir. Parce que du coup, on va savoir qui est important. Et là, voilà. Et là, j'ai su, en fait, ce qui se passait. Et c'est logique, entre guillemets. On cherche, en fait, à optimiser le marketing. Tu connais Benoît Raoult. Parle un jour avec lui de la notion du marketing. Aujourd'hui, enfin, on peut aller très très loin. Le message, en fait, il est trop intrusif s'il est mauvais. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, d'accord. On a trop de messages marketing qui arrivent. Enfin, tu vois, et Facebook, c'est ce qui est arrivé récemment. C'est qu'on avait beaucoup plus de publicité qui apparaissait que le post, en fait, de tes amis. Et c'est ça qui a commencé à partir un petit peu en vrille, parce que du coup, on se dit, ouais, mais mon Facebook, il me sert à quoi? Parce qu'à la base, ils sont connectés avec ma communauté. Aujourd'hui, je vois que des pubs qui ne me concernent pas. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour Facebook, en fait, de dire, bah, les gars, community manager, on change ça. Donc ils ont essayé en fait une sorte de pirouette pour dire bah maintenant on va mettre les publicités que dans un compte Facebook qui n'arrivait pas avec Community Manager. Finalement ils sont revenus, 99% de revenus, on ne peut pas passer de ça du jour au lendemain. Du coup aujourd'hui je me dis que encore une fois c'est pas que je cherche à protéger Facebook, mais c'est pas la faute de Facebook si aujourd'hui tu as que des publicités qui ne te concernent pas. Ce sont les Community Managers. Donc c'est pour ça qu'on revient à ce que tu disais tout au début, qui est le fait qu'ils forment en fait les utilisateurs, c'est que ça va, si on forme un peu plus les gens qui achètent de la publicité, qui font de la publicité sur Facebook, du coup ça va améliorer ce que toi tu vas voir sur ton fil, sur ton mur. Qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que c'est des pubs qui te concernent? Et comme tu disais, je suis entièrement d'accord avec toi, si la pub est intrusive, c'est qu'elle est mauvaise. Exactement. Si elle était bonne, tu serais curieux, tu seras intéressé, Exactement. Ça t'apprendrait certainement quelque chose en plus, et du coup ça te concerne, et là t'en as, si c'est au bon moment,
comme tu disais, au bon moment, de la bonne manière, avec le bon message dans la bonne langue, enfin ce que tu expliquais tout à l'heure, du coup ça te parle et en effet tu as envie de savoir combien va coûter le billet d'avion pour aller à Milan. Exactement. Et là je suis entièrement d'accord. Exactement. Et là, tu vois, si on prend j'ai même les compagnies aériennes, mais j'avais aussi par exemple cette Iberia que j'ai adoré manager parce que du coup on avait fait un petit peu de brainstorming avec la manager et c'est elle qui faisait tout. Et en fait on se disait, bon, en clair, de votre restaurant, à quelle heure les personnes arrivent? Donc elle était dans un coin de Paris, un peu business, donc du coup c'était souvent ces patrons, ces commerciaux du midi qui venaient en fait manger. On leur dit, ok, vous faites de l'emporter, très bien, mais vous faites aussi, vous voulez un petit peu remplir le restaurant. Bah oui, ok. Mais alors, comment vous faites votre publicité? Donc ok, on les poste. C'était bien fait en fait dans l'ensemble, elle avait des contenus, elle travaillait, c'est bien, elle avait un designer, enfin c'était bien, mais il manquait un truc et on dit, ok, maintenant, si on postait une photo, sur laquelle on clique, on enregistre la photo. Sur la photo, on vous la montre. On a un discount et on poste ça une demi-heure avant d'aller manger. Parce que qu'est-ce que font les gens une demi-heure avant d'aller manger? Ils vont chercher où ils vont aller manger. Voilà. Et on voulait tester. Bon, un an après, elle a ouvert un deuxième restaurant. Ça a été l'une de mes success stories en fait que j'ai fait chez Facebook parce que du coup, voilà, parce que voilà, c'est des trucs en fait tout simples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus souvent on le sait parce que c'est ton business, donc tu sais que c'est en fait à cette heure-là, tu auras ces gens, t'as un café, voilà, t'as un café, tu sais que tous les gros chargés d'affaires, les politiciens ils vont venir tôt le matin parce que leur journée commence très tôt. Donc il y a des fois des meetings qui passent à 7h du matin. Donc c'est le café. Cette clientèle-là, tu vas pas la retrouver au lunch, tu vas pas la retrouver le soir. Ouais. Et j'avais ce travail en fait d'éducation pour dire votre clientèle n'est pas la même en fonction des heures de la journée. Et du coup, quel message on va poster à qui, à quel moment? Donc le message que tu vas poster aux hommes d'affaires à 7h du matin, t'as pas besoin de le retrouver chez les étudiants en fait qui finissent cette affaire. Et c'est ça en fait le jeu. Et les billets d'avion, c'est quoi? Les billets d'avion, c'est quand par le biais de ta publicité, tu vois qu'un tel a acheté son billet d'avion. Sors-le de ta campagne. Vire tes publicités. Il ne doit plus te voir. Ouais, il l'a déjà fait, quoi. Et oui. Voilà. Par contre, lui, tu te souviendras qu'il a acheté à cette date. Et rien ne t'empêche de recréer une campagne de retargeting personnalisée pour dire, mais c'est quoi vos prochaines vacances, du coup? Et quel genre de destination? Et de le remettre dans un nouveau groupe que tu vas segmenter et que tu vas targeter. Exactement. Et là, il n'y a pas que Air France, il y a aussi pas mal de compagnies, même Air China, où là, il travaille vraiment de fond. Où aujourd'hui, on sait qu'il y a tout un CRM qu'on target à certains moments de l'année, parce qu'on sait que toute cette partie de personnes est susceptible d'acheter leur billet pour partir à telle date. Quand tu veux partir à Noël, tu n'achètes pas ton billet le 24 décembre. Souvent, les gens, surtout en Europe, ils cherchent à l'économie, même ici, en fait, les expats, en fait, souvent, ils achètent leur billet en octobre, novembre, pour avoir les prix les plus intéressants pour décembre. Pourquoi je vois encore des campagnes, en fait, de certaines compagnies aériennes qui arrivent début décembre? Bien sûr. Alors, si c'est du discount, ça a du sens. Mais si j'ai déjà acheté mon billet, et ça, tu peux le targeter, parce que tu sais que ces cookies, tu vois, tout ça, c'est lié. Donc aujourd'hui, c'est targeter quelqu'un qui n'a pas acheté de billet d'avion durant les 3 derniers mois. Donc ça, toi tu peux en fait, alors après il y a les notions de pixels, il y a toutes ces informations en fait qui sont une autre partie. Ouais. C'est encore une autre partie, mais c'est ce qui va enregistrer, c'est ce qui va faire que les pixels que tu vas créer, qui sont en fait une sorte de scanner, on va dire, j'imagine, qui va traquer en fait l'ensemble de des utilisateurs ou des visiteurs de ta page, et ça va permettre de les traquer, de voir ce qu'ils aiment, combien de fois ils reviennent, enfin j'imagine. Et en fait c'est vrai que j'écoutais quelque chose l'autre jour, il disait que cette personne m'expliquait qu'en fait il a travaillé son pixel depuis des années, et ce qui fait que ça a optimisé en fait la qualité des visiteurs, d'avoir énormément d'informations, c'est ça. Et donc en gros aujourd'hui on est capable de, par exemple, si on se met dans l'autre sens, on essaye d'être une société qui est basée en France cette fois-ci et qui veut targeter justement ces Français qui vont revenir à Noël. Il y a vraiment aujourd'hui une possibilité de targeter ces Français qui sont basés à Shanghai, qui ont pris un billet d'avion, qui ont décidé de retourner voir leur famille à Paris pour les fêtes. Et aujourd'hui il y a vraiment un moyen de grâce au pixel, grâce à tout ça, à cette segmentation, de retrouver ces gens-là. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit bien que forcément Facebook en Chine
c'est limité. On parle d'une cible qui est un petit peu différente. Il y a 7 cibles des étrangers, il y a 7 cibles des Chinois. Une question qui revient très régulièrement, tu en avais parlé tout à l'heure, c'est mais quand je fais de la pub quand je me connecte à Facebook avec un VPN, est-ce que le VPN interfère ou vient changer les informations que Facebook va avoir sur moi? Est-ce qu'ils vont considérer que je suis en Chine? Comment ça fonctionne au niveau du VPN et qu'est-ce que ça vient changer? Ouais, là on rentre un petit peu sur le domaine technique et pour moi, de ce que je sais, oui, effectivement, ça interfère un petit peu parce que ton IP peut être enregistré hors de Chine, voilà, alors que tu es en Chine. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand tu crées justement ta campagne et tu cherches en fait une target en fait comme celle-là, tu dois prendre cette donnée en compte. Donc, quand par exemple je target la Chine, je vais aussi targeter en fait Hong Kong. Okay. Même si je vais faire 2 campagnes différentes. Parce que je pense que si le risque existe que finalement pour X raisons on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à voir le message en fait qui publie sur les IP chinoises, ouais, on peut toujours avoir en fait récupéré sur l'adresse IP en fait d'Hong Kong. D'accord. Donc du coup, ça encore une fois c'est du test. Mais aujourd'hui, parce que pour avoir mené quelques tests, je m'aperçois que ça se connecte quand même de Guangzhou, ça se connecte de Shanghai, ça se connecte de Beijing, du grosses villes et de Hong Kong. Donc ça veut dire qu'il y a des IP quand même qui arrivent à se détecter de Chine. D'accord. Et ça c'est une donnée en fait qui est importante parce que ça veut dire que la connexion est certains VPN, ouais, en tout cas ne te cache pas forcément. Donc c'est plus du domaine de l'IT, mais pour moi, voilà, je pense qu'il faut démarrer déjà par du test. L'idée en fait c'est de marcher, parce que ce qui va se passer la plupart du temps c'est que ton IP va apparaître sur Hong Kong, peut-être voir Taïwan, ce que j'ai pu entendre. Donc à partir de là, targeter c'est marché, où on peut considérer, on va dire Chine, voilà exactement. Et à partir de là, de voir en fait les résultats et en fonction de ça, de tous marquer en fait dans un CRM, parce que du coup on peut toujours avoir, même si sur l'adresse IP Taïwan ou Hong Kong, ça empêche en fait de rentrer dans le CRM. Bien sûr, et de le retargeter, parce qu'à partir du moment qu'il est dans la base de données, on peut le retrouver à un moment donné. Donc c'est plus important sur le premier target où on est plus à la recherche en fait de clients potentiels, d'acteurs potentiels. Mais une fois qu'on l'a collecté, l'IP c'est qu'une donnée finalement, parce qu'après il aura son nom, son prénom, qui pourra le targeter, parce que même si on récupère en fait via Facebook, on pourra toujours retargeter par une autre plateforme. Il n'y a pas que Facebook aussi, sur ton Chine. Alors justement, toi tu es arrivé en Chine maintenant, donc ça fait à peu près combien de temps que tu es en Chine? 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, donc tu es arrivé dans un monde sans Facebook. Ici, WeChat is king, hein, là c'est, il y a tout. Alors toi tu t'es mis à WeChat petit à petit. Déjà, comment tu es arrivé en Chine? Pourquoi tu es arrivé en Chine? Alors, merci Facebook. Non, alors en fait pourquoi je manageais en fait sur Facebook la partie, j'étais scotché sur le marché EMEA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et de temps en temps on supportait les autres marchés aussi si on avait besoin de compléter, et un jour j'arrive sur le marché APAC. Facebook avait déjà ils ont toujours d'ailleurs un bureau officiel je crois à Singapour, enfin Singapour sûr, Hong Kong je suis pas sûr, Singapour sûr, et du coup en découvrant ce marché d'Asie, je me suis dit, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et j'ai appris que la Chine avait un système un peu différent, que le Japon avait un système un peu différent, que la Corée avait un système un peu différent, et qu'ils ont leur propre application comme Line, une autre application aussi en Corée, ils ont toutes leur application. Bon, malgré tout, le marché est toujours possible, sauf qu'en Chine, évidemment, ça ne décolle pas. En fait, la Chine, ça se résumait à Hong Kong. Pourtant, j'avais ces compagnies, Air China, j'avais toute la partie en gros aussi, c'est comme on fonctionnait bien chez Air France, on nous a dit, les gars, vous savez quoi, la Sky Alliance, enfin la Sky Team et la Star Alliance, c'est pour vous. Du coup, j'ai récupéré un peu toutes ces équipes, alors Air China c'est la Star Alliance, mais j'avais aussi donc Southern China, Eastern China, enfin j'avais toutes ces compagnies. Et du coup, je me suis posé la question en plus j'adore le voyage, je me suis dit pourquoi pas l'Asie. Et Facebook à un moment donné recherchait quelqu'un pour aller à Singapour. Et du coup, j'ai postulé. Mais ils ont préféré prendre quelqu'un qui habitait déjà à Singapour. Mais à partir de là, je me suis dit, l'Asie, quand même, ça me branche. Et du coup, j'ai essayé, je connais une personne qui est à Singapour. Et du coup, je voulais essayer Singapour. Et moi, l'Asie, pour moi, ça se limitait au Japon, Corée, mais pas la Chine.
d'accord? Alors j'ai rien contre la Chine, mais ça me semblait loin, vraiment loin. Et du coup, bon, comme j'ai vu que c'était très difficile d'accès, j'ai laissé mon CV en ligne jusqu'à un moment où j'ai cette compagnie en fait de Pékin qui me contacte. Et au début, je pense que c'est un scam. Et en fait, c'est une boîte d'IT qui s'appelle InfoQuick, qui est basée à Pékin, qui est spécialisée dans les VPN justement. Et le but, tout simplement, c'était de développer le marché à l'ouest parce que en fait, c'est la technologie SD-WAN, voilà. Et ça permet en fait ces gros VPN en fait super puissants qui permettent de connecter en fait tous les headquarters en fait au sein du monde, même passant par la Chine. On utilise le firewall. On gagne en termes de temps de téléchargement, notamment pour des boîtes d'architectes par exemple où il y a beaucoup de transferts de plans, etc. Donc c'est des solutions qui sont hyper coûteuses, donc en fait on ciblait que les grosses compagnies. Et comme j'ai un CRM, un network on va dire à l'ouest qui est pas forcément pourri, j'avais un intérêt en fait pour cette compagnie. Et du coup, je suis pas du tout IT, clairement, mais j'ai vu avec cette opportunité l'opportunité d'aller en Chine. Et je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'était pour 3 mois à la base en essai. Si pourquoi pas, 3 mois sabbatique, découvrir la Chine, why not. Alors, en fait, j'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver parce que j'avais le salaire d'un interne. Donc je me suis transformé en part-time en professeur de français improvisé pour essayer enfin voilà. Et du coup ça l'a pas fait, je suis resté 6 mois et bon finalement la Chine c'est carrément pas pour moi, et pas de Facebook, pas d'Instagram, enfin c'était la galère. Et j'ai dit non du coup c'est pas pour moi. Et moi en plus c'était le marketing, et moi je m'en vais. Et je rencontre par le biais du hasard deux nanas en partant du travail pour rentrer chez moi qui travaillaient à l'ambassade de France. Et du coup, on arrive à discuter et je dis, moi, du coup, je m'en vais. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est vraiment chiant, trop compliqué de trouver un terrain. Enfin, on me disait que la Chine, c'était génial, mais en fait, finalement, elle me dit, mais non, mais tu parles chinois? Non. Bah, qu'est-ce que tu fais à Pékin? Voilà, c'était en fait un peu le résumé. Et elle m'a elle m'a donné plusieurs groupes. C'est un bon résumé, mais c'est pas mal. C'est ça. Pékin, les étrangers parlent chinois, quoi. Exactement. Si tu parles pas chinois, tu descends à Shanghai. Et ça, exactement. Et du coup, elle m'a mis dans plusieurs groupes, et c'est là où j'ai commencé à comprendre le pouvoir du network, que j'étais très vite récupéré par Benoît. Et on a fait les entretiens, je sais pas, 2-3 jours, et au bout d'une semaine, j'ai bougé, j'ai pris le train, je suis arrivé à Shanghai. Et c'est comme ça que tu as rejoint donc l'agence Duno. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as un rôle de business developer. C'est ça. Comment tu utilises ton expérience Facebook chez Duno? Alors pour les comptes du coup Duno. Voilà. Alors déjà, il y a toujours ces principes qui sont équivalents, comme l'accélération, l'optimisation, enfin ça peu importe. Du coup, la logique en fait derrière, la logique elle est la même. Voilà, ça reste la même. Après, effectivement, c'est les différents channels en fait qu'on va utiliser ici. La partie Facebook et la partie Instagram, pour le coup, c'est vraiment pour ces entreprises qui veulent targeter abroad. Donc là, on va pas que les entreprises chinoises aussi, parce qu'on a certaines entreprises étrangères qui ont set-up ici, mais qui cherchent aussi à étendre. Et du coup, c'est un service en fait qui leur est dédié. Et on a aussi ces entreprises locales qui cherchent à targeter local. Et cette partie en fait d'expat qui utilise encore Facebook, cette partie justement que je parlais tout à l'heure en fait de cette communauté chinoise en fait qui ont aussi Facebook et qui l'utilisent. Voilà, donc c'est en fait ce genre d'entreprise, c'est ces entreprises-là en fait du coup qui rentrent dans ce service en fait Facebook. Voilà. D'accord. Et alors justement aujourd'hui, par rapport à tout ça, tu as WeChat. Comment toi, quand tu as commencé à utiliser WeChat, puisque c'est assez récent, donc tu n'as pas vu le démarrage, enfin moi ça fait un moment que je suis en Chine, donc j'ai vu le démarrage de WeChat où nous on était encore à une période où on utilisait WhatsApp et qu'on avait vraiment si tu veux, quand on avait les groupes d'amis, c'était on avait le groupe sur WhatsApp, on se parlait sur WhatsApp et en fait je me rappelle tout à fait des switches avec des gens qui étaient beaucoup plus réticents et qui disaient moi je suis passé à WeChat donc je vais vous non on reste sur WhatsApp. Enfin il y a eu cette période qui n'a pas duré très longtemps, mais moi je me rappelle j'avais mes amis qui étaient déjà passés sur WeChat. Moi j'ai pas été forcément dans les premiers à passer sur WeChat, qui était encore à l'époque WeChat ne faisait que du chat. D'accord, ça ne faisait pas tout ce que ça fait aujourd'hui. D'accord. Et donc il y avait vraiment
tu veux, tu avais les irréductibles gaulois qui voulaient rester sur WhatsApp. Tu disaient non, moi je bouge pas. Et toi, tu es arrivé, donc tu as vu cette puissance de WeChat, parce que tu es arrivé à un moment où ça a été déjà bien implanté. Est-ce que tu te doutais, enfin, tu avais entendu parler de WeChat avant d'arriver, est-ce que tu te doutais de l'importance que ça avait? Alors, entendu parler de WeChat, oui. Ouais. Pourquoi? Parce que on avait j'avais des collègues chinois, en fait, d'accord. De Taïwan et de Hong Kong, mais du coup, je connaissais un peu WeChat. Donc chez Facebook, tu avais des collègues qui étaient chinois potentiellement et qui eux étaient sur WeChat et qui n'utilisaient pas du tout Facebook. Et c'est un peu ça. Alors, comme ils étaient Taïwan et Hong Kong, ils connaissaient très bien Facebook. D'ailleurs, ils utilisaient plus Facebook que WeChat. Mais en gros, voilà, je connaissais WeChat par ce biais. Sur la vie privée, j'ai une petite amie chinoise qui partait en Chine et du coup, j'étais obligé de communiquer par WeChat. Mais ce qui est marrant, c'est que le WeChat, en fait, le menu que tu as WeChat en Europe, c'est pas celui que tu as là. Oui. Donc, par contre, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir ici. Ouais. Parce que j'ai pas étudié la Chine non plus, hein. Honnêtement, enfin, quand je suis arrivé en Chine, ça arrivait assez vite. J'ai pas préparé j'ai préparé mon voyage comme un globe-trotter. Ouais. Pas comme quelqu'un qui allait s'implanter ici à long terme. Et automatiquement, oui, ça m'a super surpris parce que, enfin, si t'as pas WeChat ici, c'est compliqué. Voilà. En gros, on disait tout à l'heure à Pékin, si tu parlais pas chinois, c'est compliqué. Si t'as pas WeChat en Chine, c'est pas la peine. Ouais, c'est clairement ça. J'avais des étrangers, enfin des gens de passage de la French Tech récemment, et ils disaient si t'as pas de cash, en fait, c'est très compliqué parce que la plupart des endroits acceptent quasiment que maintenant du WeChat Pay ou du Alipay. Et qu'en termes de paiement, aujourd'hui, si tu n'as pas de cash sur toi, ce qui commence à être rare, enfin, moi personnellement, j'ai pas de cash, voilà, on n'a plus de cash, ça devient compliqué. Et c'est vrai que ça peut créer une vraie barrière par la suite, justement, aux gens qui vont venir visiter. Comment réussir à se créer un compte WeChat et pouvoir payer? Alors, il va falloir ajouter des cartes de crédit étrangères, etc. Et justement, pour rester sur la notion de paiement, Facebook fait pas ça. Non. C'est pas dans les tablettes depuis longtemps et... Non, alors, je pense aussi que c'est un point assez important et c'est bien que tu poses la question parce que moi j'ai ma vision en fait sur ça. Okay. Le paiement, oui, c'est génial ici en Chine. Mais avant d'arriver ici, jamais j'aurais imaginé payer via mon téléphone. Ok. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens sont peut-être un peu plus réticents. Déjà, il y a ça. Ils le comprennent pas. Déjà, il y a ça. En fait, il y a déjà cette histoire, tu sais, de cette carte sans contact. Oui. Aujourd'hui, enfin, derrière cette facilitation à passer à cette carte sans contact, véhiculée par les médias, dans la pratique, c'est pas tout à fait ça. On a quand même une bonne génération qui aujourd'hui se dit oui, mais attends, si on me vole ma carte, parce que c'est ça aussi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu te fais voler ta carte en Chine? Et oui, quel est le pourcentage de chance que tu te fasses voler ta carte et ton téléphone dans le métro à Paris et à Shanghai? On n'a pas du tout. Et là, c'est là où moi je suis en plein dedans, c'est qu'il y a un choc culturel qui est juste énorme. Il y a un gap et c'est pour ça aussi. On le voit avec les sociétés de vélo, comme elles se sont développées ici, et génial, la catastrophe à Paris. Quoi. Et c'est génial. Alors quand je dis génial, des guillemets, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que c'est pas du tout. Aujourd'hui, me balader clairement à minuit, 1h du matin dans les rues de Shanghai, à aucun moment, je me suis posé la question, est-ce que c'était safe ou pas? À Paris, je ne peux pas aller n'importe où dans Paris, c'est sûr. Donc, c'est une réalité aussi, et c'est pas que à Paris. Globalement, l'Europe, à part du Nord peut-être, mais l'Europe, clairement, voilà. On est sur culturellement, il n'y a pas que ça, ça c'est le côté noir, mais il y a aussi ce côté connecté. On n'est pas connecté comme en Chine. Les Chinois, c'est presque 5 heures face au téléphone. Par jour. Oh, wow. En Europe, c'est 2,25 heures. Et en Europe, on a assez d'avoir ces régulations pour dire attention, pas trop devant le téléphone, pas trop dans l'écran. Je vois pas ce genre de politique de prévention ici. Donc, alors, pour les entreprises, il ne faut pas avoir peur, parce que ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on passe 5 heures devant le téléphone qu'on ne travaille pas. Ça, pour les entreprises qui veulent venir en Chine, c'est important. C'est pas parce qu'on passe 5 heures sur le téléphone qu'on ne travaille pas. On travaille beaucoup avec le téléphone. Et on vit avec le téléphone. Et aujourd'hui, on disait pas de cash. Et aujourd'hui, et c'est marrant que tu me dis ça, parce que ce midi, j'étais au restaurant avec mes collègues, et là, j'ai un de mes collègues qui me dit,
les gars, vous pouvez m'avancer, j'ai oublié mon téléphone. Ouais. Est-ce que cette phrase aurait un sens en Europe? Honnêtement. C'est beau, en fait. Et je me suis fait la réflexion. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'avancer? J'ai oublié mon téléphone. C'est beau de voir ça. Celle-là, on va la reprendre. Celle-là, je vais la mettre dans la blockchain avec une valeur parce que c'est sûr qu'elle va coûter cher. Mais c'est vrai, en plus. C'est trop ça. On a ici ils sont tellement connectés que le paiement, en fait, prend son sens. Et justement, ils n'ont pas aussi, je pense qu'ils n'ont pas vécu cette génération de distribution de cartes crédit comme nous, on a, en fait, en Europe. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, et c'est beaucoup de choses comme ça où il y a toute une génération que nous, on a vécu que n'ont pas vécu. Ils sont passés directement à la next step. Et du coup, nous, on n'a pas cette maturité. Ensuite, il y a, en tout cas en Europe, il y a clairement, tu sais, cette puce en fait, de carte de crédit, c'est français. Cocorico, n'empêche qu'aujourd'hui il y a un lobby, clairement, pour protéger ça. Quand tu vois qu'aujourd'hui la révolution en fait du banking ne vient pas des banques quelque part, tu vois qu'elle vient des sociétés technologiques, on le voit bien. Je trouve ça assez exceptionnel et c'est vrai alors en Chine, parce que là on parlait de WeChat et de l'importance, mais c'est vrai que ça c'est l'un des aspects de la culture chinoise et du gouvernement chinois, qui est de dire maintenant le QR code c'est pas ringard, alors qu'en France le QR code on l'a vu passer assez rapidement. Ici c'est pas ringard, c'est comme ça que tu vas te connecter à tout, c'est comme ça qu'on va payer, c'est comme ça que tu vas tout faire, quoi. Exact. Et ça c'est aussi une révolution qui est partout. Et par rapport à Facebook, par rapport à ce qu'on disait, du coup Facebook va pas aller dans ce sens-là, aussi peut-être parce qu'il y a des lobbies trop importants dans tous les pays, selon toi, ou? Moi, je pense, oui, déjà, il y a ça. Et aussi parce que c'est des gros annonceurs, peut-être. Clairement. Les banques dépensent quand même de l'argent sur les plateformes, clairement. Donc, s'ils le font, je pense que ça sera sur des marchés ciblés, peut-être des marchés asiatiques, pourquoi pas. Mais aujourd'hui en Europe c'est pas forcément à l'ordre du jour, et quelquefois tu vois c'est ça aussi que c'est pas que ça mérite, mais je comprends pas le sens quelquefois de ces gens qui disent WeChat aujourd'hui a touché 1 million d'utilisateurs. Oui, c'est beau. Demain WeChat ça va être global, en gros c'est le monde. Non. Oui, WeChat est super powerful, beaucoup plus que Facebook, clairement, mais en Chine, pour les Chinois, point à la ligne. Et si aujourd'hui WeChat arrive à graviter autour du monde, oui, c'est parce qu'en fait il y a une communauté WeChat, il y a une communauté chinoise en fait qui est présente partout, et comme il y a une communauté Facebook qui est présente en Chine, parce que les gens se déplacent. Mais maintenant, il y a un facteur comportement à prendre en compte, qui fait qu'aujourd'hui, même si je vois des jeunes expats en fait qui ont tendance à plus préférer WeChat maintenant parce que c'est plus convenient, parce que leurs amis sont ici, donc ça va prendre du sens. Mais il y a un facteur comportement et puis il y a un facteur politique aussi, je pense, qui fait qu'aujourd'hui le système ne peut pas être identique. Maintenant, si on revient sur le point marketing, WeChat me déçoit. Autant que c'est l'émerveillement total au niveau, autant qu'utilisateur lambda. Oui, je paye par QR code, je peux ajouter quelqu'un, enfin je vais en meeting, on dit pas bonjour, votre carte de visite, prends ta carte de visite, peut dire non, WeChat. Enfin, tout devient digital, c'est hallucinant. Donc WeChat te permet de faire ça, et c'est pas la seule application en Chine, mais aujourd'hui, si je veux faire du marketing via WeChat, déjà c'est pas forcément possible. Bien sûr. Il faut que je sois une marque spéciale pour pouvoir faire. Pour pouvoir avoir des posts sponsorisés, pour faire de la publicité. Exactement. Deux, c'est super cher. Récemment, tu as été à un événement animé par Joseph Lévesque. Oui. Oui, vendredi soir. Tout à fait. Super intéressant, parce que justement, il mettait en valeur en fait ces points, et il disait heureusement que c'est une question de temps. Parce que WeChat change son modèle, parce que c'est une question de business model aussi, donc il est en train de changer, parce qu'il va y avoir des investisseurs qui sont partis ou des choses. Je n'ai pas trop suivi en fait cette histoire en fait interne politique, mais aujourd'hui WeChat va sans doute être forcé à revoir son modèle publicitaire. D'accord. Et je suis impatient de voir ça, surtout en Chine, parce que derrière. Et là en revanche, si demain on arrive à des outils aussi performants que sur Facebook, sur WeChat, sur Weibo, sur QQ, sur Tencent China en gros. Je pense que Facebook en Chine n'a plus sa place.
Ça va changer la donne. Ça changera la donne, clairement. Et aujourd'hui, je pense que Facebook en Chine, bon, il y a cette barrière politique, clairement, qui fait que Facebook n'a pas accès. Facebook aura toujours sa place parmi la communauté dans le sens où, malgré tout, pour toutes les entreprises qui cherchent à targeter hors de Chine, là, Facebook aura toujours sa place, sans aucun problème. Mais tout ce qui sera marketing interne en Chine, bien sûr. Là, je vois pas d'issue en fait pour les plateformes de web. Ouais. Alors du coup, pour finir, est-ce que tu te vois encore dans 3 ans, tu seras où alors? Dans 3 ans, j'espère avoir que mon nom soit connu ici à Shanghai et qu'on vienne me voir justement pour pas que sur le service Facebook d'ailleurs, mais voilà en tant que Dino. Et parce que c'est une vie qui est trépidante ici à Shanghai. Je me sens bien ici clairement et j'aime bien ce que je fais. Et il y a tellement de choses à apprendre ici. Ouais. Et tu peux pas te reposer sur tes acquis parce que ce qui résume peut-être la Chine, c'est que ça va hyper vite. Ouais. Tu crois être content parce que tu as découvert une nouvelle tendance et tu montres à tout le monde pour dire ah ouais, c'est passé il y a 3 semaines. Ces trucs, tu dis, c'est pas faux. Souvent t'as des moments de solitude comme ça où tu te dis waouh. Et ça c'est la Chine et c'est un gros challenge aussi pour toutes les marques qui veulent s'étendre ici. C'est le modèle en fait tel qu'on connaît ailleurs, en Europe, au Moyen-Orient ou même en Amérique, ça marche pas, c'est pas la même chose. Ça marche pas, l'écosystème digital est complètement différent, le comportement est différent, la culture est différente, et c'est pas la culture, faut pas penser que le langage, c'est tout. Déjà, voilà, 5 heures devant le téléphone contre 2 heures dans la vie, ça change tout. Ouais. Clairement, le desktop, arrête de fixer dessus. Enfin, si t'es pas présent aux bonnes heures sur le téléphone, oublie la Chine, va ailleurs. Et alors après ton passage sur Facebook et maintenant en Chine, comment ta famille, tes amis, ils voient ce passage? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais ici? Au début, ça n'a pas été simple, mais bon, ils savent que je suis voyageur. Donc du coup, ils n'ont pas été surpris pourquoi. Ils savaient que ça allait arriver, que tu allais voyager. Voilà, en Chine, ils s'y attendaient pas. Et en plus, les 6 premiers mois qui étaient compliqués, ils n'ont vraiment pas compris ce que je faisais là. Mais aujourd'hui, non, ils commencent vraiment à comprendre, même mes amis proches. En fait, je suis très connecté en fait au réseau Normandie, donc le réseau politique et économique. Donc je connais un peu la French Tech de Normandie, donc sur ce côté-là. Et du coup, j'ai trouvé aussi cette possibilité d'avoir en fait d'être aussi important, en tout cas pour des personnes en fait de Normandie, pour lire en fait justement avec la Chine, parce que la Chine intéresse beaucoup de monde. Tout le monde n'y arrivera pas. Mais oui, il y a beaucoup de choses ici à faire en Chine. Tu fais un peu le lien entre les deux, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et ouais, en tout cas parce que du coup, c'est vrai que ils ont compris que ici il y avait des choses à faire. Ouais. Et ils savent que voilà, je suis quelqu'un en fait qui est très professionnel dans mes démarches, qui a pas peur de travailler. Donc les 35 heures, les 40 heures, tout ça, tu vois, moi j'ai oublié, tu vois. Enfin, j'ai jamais été dans cette optique en fait. Moi, travailler plus pour gagner plus. C'est pas ma philosophie, c'est juste que tout le temps que le travail n'est pas fait, j'ai pas de raison de m'arrêter. Bien sûr. Clairement. Et quand le travail est fait, il faut penser à la tâche d'après, tout simplement. Alors, je dis pas 200% que pour le travail, automatiquement, j'ai une vie sociale à côté, heureusement. Mais ici, voilà, on ne viendra pas me dire, Fabien, il est 22h du soir, rentre chez toi. Ouais. Mais c'est ce que je dis, hein, à Shanghai, tu viens, même si en ce moment il fait particulièrement très très beau, à Shanghai, t'es pas là pour le climat, quoi. T'es là pour bosser, quoi. T'es là pour rencontrer du monde, pour apprendre. Exact. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ta démarche, c'est que on a l'impression que voilà, tu étais rentré dans une de ces plus grosses boîtes du monde avec un poste intéressant, le vent en poupe, on te faisait confiance. Toi, tu as été, pour plein de raisons, tu as été remettre tout ça à zéro et dire, eh ben, vous savez quoi, on va aller dans un monde, dans un milieu qui aujourd'hui ne suit pas les mêmes codes, ne suit pas les mêmes langues, clairement, puisque tu as appris le chinois entre-temps. En tout cas, tu parles un petit peu chinois aujourd'hui. J'essaie, ouais. T'essayes. Ouais, il faut essayer en tout cas. Et c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que tu avais peut-être une situation un peu plus facile où tu étais vraiment dans un bon environnement. T'as décidé de remettre tout ça à zéro et de te dire bah allez, on va redémarrer et on va aller voir en Chine ce qui se passe. Et aujourd'hui, je pense que tu apprends tous les jours, tu apprends quelque chose. Ah ouais. Non, c'est pas exagéré de dire parce que c'est vrai que c'est tous les jours. Enfin, on disait tout à l'heure, la Chine va extrêmement vite. Du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais. C'est ça aussi, c'est que tous les jours, t'as des nouvelles tendances, t'as des nouvelles choses à apprendre. Ouais. Et dans le domaine
déjà sur ma partie qui est le marketing, on est très spécialisé sur le développement d'IP, donc on travaille beaucoup avec les industries du cinéma, du café. Et aujourd'hui, on parle de la blockchain. Alors, qu'est-ce que tu as dit la blockchain avec le marketing? Et en fait, tu t'aperçois que tout peut lier. Enfin, c'est génial. Enfin, là, c'est hyper intéressant. J'ai prévu de recevoir aussi Benoît prochainement sur le podcast, qu'on ait aussi son point de vue, qu'on voit un petit peu. Ça fait partie de ces personnalités, de ces expériences en fait qui ont plein de choses à raconter. Je suis ravi de t'avoir reçu sur cet épisode. C'est hyper intéressant et pas forcément attendu, je pense, de pouvoir parler de Facebook en Chine. Alors, en tout cas, comme tu l'as fait, de partager ton expérience. J'ai bien ce que je vais retenir en fait, et ce que j'espère que tout le monde va retenir aussi de cet entretien, c'est que la logique en fait, on parle de Facebook, on parle de WeChat, on parle de n'importe quoi, c'est simplement de faire passer le message aux bonnes personnes au bon moment, de bien comprendre ta cible. Et c'est finalement ce qu'on va retenir de cet entretien. Ouais, exactement. C'est qu'est-ce qui va être mes trucs le plus utile pour me faire gagner de l'argent. Vulgairement, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Moi, j'ai appris énormément de choses puisque j'utilise beaucoup Facebook pour la communication, pour le backstage, pour Next Step, mais aussi tous les clients que j'accompagne dans le copywriting et le content marketing au niveau de mon activité, l'une de mes activités professionnelles. Donc pour moi, c'était hyper intéressant. Il y a plein de choses dans lesquelles j'aurais aimé aller encore plus en détail. Mais je vous invite à nous laisser des questions, laisser des commentaires, contacter Fabien en direct si vous voulez en savoir plus. On a affaire ici à un expert et on n'a pas beaucoup comme ça en Chine. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain interview.